Le 11 décembre 1990, la République du Bénin, après l'historique conférence des forces vives de la nation, a fait le choix responsable d'ancrer dans sa constitution un engagement irrévocable pour les principes démocratiques qui régissent toute république. Au nombre de ces principes démocratiques figurent la liberté d'expression et la séparation des pouvoirs. Depuis 1990, donc, et dans une marche dont les avancées étaient perceptibles au plan national comme international, notre pays a réussi à s'ériger en un État de droit, un État démocratique où chaque pouvoir évoluait dans le couloir de ses prérogatives, qu'il s'agisse de l'exécutif, du législatif, du judiciaire, des médias ou de la société civile. Les lignes d'action étaient respectées dans un souci partagé de renforcement de la démocratie chèrement acquise. Or, il se fait que depuis 2016, dans un esprit de légicentrisme assumé par les nouvelles autorités, les dérives prennent corps avec des amalgames incompatibles avec la logique d'un État de droit. Sinon, comment comprendre que la HAC, dont les prérogatives demeurent la régulation du secteur des médias, s'érige en une institution de constat de propos dits diffamatoires envers un citoyen? La HAC serait-elle devenue une juridiction d'inquisition ou un tribunal? Un débat d'idées susceptible de faire émerger des propositions reste un débat d'idées et toute contestation ne serait crédible que dans un débat contradictoire et non dans un raccourci qui frise l'intimidation et la manipulation. Au regard de ce glissement, qui n'est pas le premier du genre dans notre pays depuis 2016, nous nous faisons le devoir de rappeler la nécessité de conserver à notre pays son image d'état de droit jadis respecté de par le monde, et dénonçons toute dérive visant à faire mettre en berne notre Constitution, la Constitution de 1990, et à sortir nos institutions de leur rôle clairement défini par des tests officiels. Si un citoyen, quel qu'il soit, s'estime victime de diffamation ou d'accusations non fondées, la procédure en la matière est connue de tous et les amalgames et confusions de rôle ne sauraient devenir un mode opératoire qui éloigne de notre pays le choix politique de 1990. La République doit rester la République et ses principes fondamentaux respectés. Fait à Cotonou, le 23 septembre 2024, le directeur de cabinet du général Cécile Louis-Philippe Houndénion, docteur Biodogo Wourou. Alors, je reçois le général Louis-Philippe Houndénion, bien évidemment, puisque le communiqué que je viens de lire, qui est un communiqué de presse, que je prends pour introduction donc, de mon entretien avec M. Louis-Philippe Houndénion, que je reçois. M. Houndénion, voilà un communiqué qui est sorti par votre cabinet. Et qu'est-ce qui justifie la sortie de ce communiqué de presse donc? C'est vrai qu'on l'a lu, mais est-ce qu'on peut avoir plus de précision? À quoi vous faites allusion réellement? Je vous remercie pour votre disponibilité.
nous allons parler de ce communiqué. Mais il y a un deuxième communiqué qui est sorti encore hier par le cabinet et sur un sujet qui a trait au communiqué que vous venez de lire également. C'est qu'il est dit partout que le général Roudéon doit faire l'objet de kidnapping, d'arrestation, tout ça. Et nous avons des signes de menaces partout. Nous allons, oui, l'un dans l'autre, nous allons revenir, nous allons évoquer les deux aspects rapidement pour faire très bien. Par rapport à l'actualité. Et puisque moi, je suis général de formation, et je suis policier de formation et général en grade, je ne laisse pas les hommes aller directement au fond. C'est pourquoi j'ai demandé au docteur et au directeur de cabinet d'avoir à garder d'abord son silence pour que je puisse faire des mises au point avant de lui laisser l'occasion prochainement de se prononcer. Très bien. Cela étant, et vous avez suivi l'actualité ces derniers jours. Et donc, après mes deux sorties, et la première sortie sur une télévision locale, et vous, à l'international, vous m'avez aussi reçu il y a quelques dimanches. On a commencé par recevoir des signaux de menace. D'abord, du côté des journalistes. Du côté des journalistes, la HAC a donné une orientation et clairement discutable à sa mesure d'instruction. C'est-à-dire que tout de suite, la HAC se positionne et non en défenseur de la liberté de presse, non en arbitre des conflits liés à la liberté de presse, mais plutôt la HAC s'en prend à une personne qui est allée sur une télévision développer des opinions libres. Et je pense que ce que je vais leur demander à tous ceux qui sont autour du gouvernement, à tous ceux qui sont avec la HAC, à tous les gens d'en face, je leur demande qu'ils n'ont qu'à élever le niveau de débat, n'ont qu'à faire preuve de hauteur d'esprit pour que nous puissions mener des débats contradictoires. S'il était avéré qu'au cours de mes observations, j'ai développé des idées ou j'ai pris des positions que les gens pensent non fondées juridiquement ou techniquement, je demande un débat contradictoire. La police a quand même beaucoup de cadres. Le ministère de la fonction publique, tout le gouvernement, il y a beaucoup de cadres. Si quelqu'un se sent en mesure de venir dire le contraire de ce que je dis, preuve à l'appui, je suis prêt. Et je préviens que sur les questions de droit que j'ai évoquées, j'ai été très liminaire. Et par exemple, sur la question de la fusion, je vais étaler toute la jurisprudence en la matière et montrer à la face du monde que ce qui est fait n'est pas juridiquement organisé. Ça ne répond pas au droit. Parce que ce que j'ai développé de l'autre côté et qui a choqué, c'est que j'ai dit qu'il faut réécrire la carrière de tout le personnel concerné. C'est quand même très simple à comprendre. Vous avez pris les militaires de la gendarmerie et les policiers de l'ex-police nationale. Vous mettez le personnel ensemble. Les gens ont déjà des droits acquis parce qu'ils n'ont jamais passé les mêmes diplômes professionnels. Ce n'est pas le même et ce n'est pas les mêmes curricula de formation. Donc, ce n'est pas la même culture institutionnelle. Et donc, par rapport à tout ça, il va falloir que l'État se regarde en face pour dire désormais, voici la culture institutionnelle de la police. Et dès qu'on parle de police, la notion de police renvoie d'office vers une force civile. C'est l'une des composantes de la force civile, puisque dans notre constitution,
la Constitution est claire dans plusieurs articles. La Constitution distingue le personnel militaire de l'État du personnel des forces de sécurité publique et assimilé. Et en 2011, il y a une loi interprétative de la Constitution qui dit clairement qui sont les militaires et qui sont les forces de sécurité publique et assimilées. Et les forces de sécurité publique et assimilées, c'est la police, la douane, les eaux forêts et chasse. Le statut nous avons travaillé avec les députés à l'époque pour coller à la Constitution. Je ne sais pas si vous voyez, pour coller à la Constitution. Parce que les tâches militaires ne sont pas les tâches de police. Les tâches militaires ne sont pas des tâches de police. Et quand vous mettez le personnel de la police et de la gendarmerie, parce que dans la gendarmerie, elle est purement militaire, elle est citée parmi les composantes de l'armée. C'est ça. Quand vous amenez, vous mettez ensemble les deux personnels, la logique instituée par le juge administratif dans sa jurisprudence, dans une jurisprudence abondante, très cohérente et évolutive, la logique, c'est qu'on doit réécrire la carrière de tout un chacun. Ce qui fait que, ce que j'explique davantage désormais, il faut écrire ce qu'on appelle le statut de la fusion. Ce statut de la fusion est une loi d'office rétroactive qui a pour principe de rédaction la rétention comme disposition statutaire de la fusion, la norme statutaire la plus favorable. Et comme je l'ai expliqué, en 1986, par exemple, à la gendarmerie, le bac donnait droit au code des officiers de plein droit. Pendant qu'en 1985, à la police, le bac donnait accès au code des officiers, mais qui étaient traités comme des sous-officiers supérieurs de l'armée, c'est-à-dire adjudants et adjudants-chefs de l'armée. Donc, la norme à retenir ici, monsieur Panou, c'est la norme gendarmique. La norme de la gendarmerie, qui est plus favorable, puisque le juge administratif dit qu'il faut corriger les discriminations statutaires entre les corps originaires à fusionner. C'est quand même simple. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et c'est ça qui va amener à un premier statut de la police républicaine et un second statut en moins de 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du tâtonnement. Et c'est dans tout tâtonnement qu'ils ont créé beaucoup de discriminations. Nous allons faire, sur la question, nous allons faire une émission spéciale. Absolument, oui, absolument. Donc, en réalité, vous nous dites qu'il n'y a pas de thèse qui régisse comment dirais-je, cette fusion réellement. La fusion a eu lieu. La fusion a eu lieu. La fusion a eu lieu. Mais ce que le juge administratif français a dit, pour éviter les problèmes, puisque aucun policier n'est content, aucun gendarme n'est content. J'ai dit ça et quelqu'un dit que j'ai fait un attentat à la morale des troupes. J'ai attenté à quelle morale des troupes? À la morale de quelle troupe? Pendant que les gens n'ont pas avancé dans leur grade depuis 2015, depuis 2016. Les gens sont restés là. Et on a mis un groupe de majors, on a créé des... En tout cas, ce n'est pas encore le débat que je veux me dire. D'accord, ce n'est pas encore le débat, absolument, oui. C'est un exemple que j'ai pris et c'est ce qu'on appelle diffamation, ça. C'est ce qu'on appelle propos sans fondement. J'ai des fondements. Moi, tout ce que je vais dire sur votre chaîne de télévision, je vous apporterai preuve par preuve, jurisprudence par jurisprudence, loi par loi, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Monsieur Ounéon, avant qu'on en arrive là, vous avez fait 2 sorties médiatiques. Une sortie médiatique sur la chaîne de télévision en ligne Reporter Monde Média, je crois, avec Dame PC Ounéon. Et récemment, je vous ai également reçu sur mes plateformes pour un entretien. Et si je prends le communiqué de votre cabinet, il semble qu'il y a eu des pressions, il semble qu'il y a eu des intimidations. À quel niveau est-ce qu'il y a eu pression? À quel niveau il y a eu intimidation après vos 2 sorties médiatiques? Au niveau de la HAC, je ne sais pas si vous avez suivi
comment il s'appelle, Loko, non? Edouard Loko, le nouveau président de la Le HAC. nouveau président de la HAC, qui dit que la déontologie de papa est terminée, il va falloir faire preuve de patriotisme et que c'est pas parce que la presse, il dit que la presse, non, le journalisme est une arme et qu'aucun pouvoir public n'accepterait que l'on retourne cette arme contre lui. Oui. Et que quand même on a le permis de chasse, on n'était pas sur tous les gibiers. Qu'on tire. Ça veut dire que nous sommes là dans le musellement total de la presse. On ne veut pas une voix dissidente. Or, les voix dissidentes, les voix de l'opposition en démocratie sont des valeurs. Ce n'est pas des crimes. J'ai vu un journaliste écrire que Philippe Boulieu est allé dans l'opposition. Il a fait ceci, que c'est ça qui diminue la valeur de ce que je dis comme je tiens comme raisonnement. Ah bon? Non, mais c'est une valeur. L'opposition, pourquoi il y a un statut de l'opposition? Et il y a les instruments de la contre-démocratie, comme la veille citoyenne, comme ce que nous faisons. Et nous nous positionnons pour dire ce qui est fait est mal fait. Je n'accuse personne. Est-ce que le chef de l'État, à lui seul, est en mesure de savoir que la fusion n'a pas réussi? À lui seul, il est en mesure de savoir tout ça? Il n'est pas en mesure de savoir ça. Et je pense qu'on crée autour de lui un vide pour empêcher les esprits éclairés qui peuvent l'aider à avancer. La fusion en elle est une très belle chose. Je vais renvoyer les camarades à lire, à faire des recherches sur la guerre des polices. Et de grands auteurs, des spécialistes de la procédure pénale ont toujours réclamé la fusion des deux grandes administrations de police administrative que sont la gendarmerie nationale et la police nationale. Et donc, il y a une méthodologie, il y a plusieurs méthodologies pour faire. Il y a la méthode managériale et la méthode législative. Bref, si ce que nous expliquons dérange quelqu'un, ça veut dire que c'est bien fait, c'est bien dit. Et parce que nous n'allons pas nous mettre à insulter quelqu'un. Moi, je ne vais jamais diffamer qui que ce soit. Je ne sais pas médire des autres. Et si je prends position sur une question, sachez que j'ai déjà vraiment fait des investigations pour ne pas dire des choses où des choses ridicules. Un cadre de mon rang, quand il sort dans un esprit d'expertise. Et c'est ce qu'on attend de nos officiers. C'est ce que moi j'attends de nos officiers. Il faut que nos officiers se cultivent, qu'ils connaissent leur métier, qu'ils achètent de la documentation, qu'ils aillent sur Internet, qu'ils fouillent, qu'ils lisent et qu'ils puissent prendre la parole pour produire les résultats qu'on leur demande. Quels sont les résultats qu'on demande à un officier, M. Vital Parou? Un officier de mon rang, on ne lui demande plus d'être capable de courir derrière les délinquants, mais il doit produire de l'expertise pour, par exemple, organiser la fusion, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter le terrorisme, par exemple. Je vais y revenir. Oui, mais M. Rouleyon, est-ce que les officiers, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, est-ce qu'ils sont vraiment libres de pouvoir s'exprimer comme vous le faites aujourd'hui? Non. Les officiers ne sont pas libres de s'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Non. Ça, ils ont l'obligation de réserve. Mais l'obligation de réserve prend fin 4 mois plus tard et au plus après le dernier acte les ayant concédés au sein de la fonction publique. C'est ça. Et c'est pourquoi c'est le délai contentieux. Si on devait être ferme, on resterait dans le délai du recours pour excès de pouvoir qui est de 2 mois. Mais il y a d'autres aspects qui obligent à aller jusqu'à 4 mois d'attente avant de prendre publiquement la parole et d'opiner. Et donc, les questions comme le terrorisme, la sécurité publique, la sécurité intérieure, le maintien de l'ordre, toutes ces questions sont des questions de débat public et font l'objet dans les grands pays de rapports annuels et qui sont lus et débattus partout. C'est ça. Quand je viens sur votre télévision, je ne viens pas parler du potentiel de riposte de l'armée du Bénin. Je ne viens pas parler du potentiel de riposte de la police du Bénin. Je ne viens pas vous dire, voilà leur équipement, voilà leur armement. Je ne viens pas vous dire que leur positionnement, leur déploiement géographique n'est pas bon. Non, ce n'est pas mon rôle. Je ne viens pas vous livrer
les secrets de formation et consorts, non. Mais je fais un raisonnement administrativiste sur la question et pour améliorer ce qui se fait. Et c'est ça qui a manqué à nous, à notre pays. Nos officiers, quand ils vont à la retraite, nos aînés, quand ils allaient à la retraite, ils tournent le dos à tout le monde. La police, c'est plus ma chose. L'armée, ce n'est plus ma chose. Ce qui fait qu'on a l'impression de tout recommencer, de tout refaire à nouveau. Donc, il faut des creusets pour que les gens puissent réfléchir réellement et faire des propositions concrètes. Moi, je ne suis pas l'adversaire de Patrice Talon. Contrairement à ce que j'entends dans la presse, ça me permet de déborder sur le 10e communiqué. D'abord, je ne suis pas l'adversaire de Patrice Talon. Ça, il faut que les gens lèvent ça de la tête. Je ne suis pas du tout son adversaire. Mais les principes, les actes qu'il accomplit, les techniques qu'il met en œuvre, quand ça ne va pas, il faut qu'on ait le courage de lui dire. Il faut qu'on ait le courage de lui dire parce que le pays nous appartient à nous tous. Et nous, jeunes, nous devons travailler à éviter que la classe politique actuelle nous laisse un pays en loc, un pays qui présente des signes d'un pays sorti en état de guerre. Oui, le recul démocratique est patent. L'autre jour, nous avons parlé de la technique mise en œuvre à partir de la distorsion électorale qui est créée avec le pourcentage de qualification. Et à partir de ce pourcentage de qualification, comment on a abouti à la distorsion électorale pour fausser la représentation nationale. D'accord? Et donc, on est parti maintenant de là pour voter des lois barbares, des lois qui retirent à nos concitoyens, fonctionnaires, leurs garanties, à nos travailleurs, leurs garanties. Patrice Talon à l'étranger a dit qu'il a réussi à rendre l'emploi précaire dans son pays. Les gens l'ont regardé de façon étrange, les Blancs l'ont regardé de façon étrange. Pendant que le droit évolue actuellement vers plus d'humanisme dans le droit du travail, dans le droit de la fonction publique, un président, un chef d'État se lève et dit et affiche une fierté d'avoir rendu précaire l'emploi et le travail dans son pays, la fonction publique et le travail dans son pays. Ce n'est pas bien. Ces choses-là, ça ne nous honore en rien. Et donc, je reviens sur les menaces. Moi, j'ai pris les menaces là très au sérieux. J'ai pris les menaces très au sérieux. Ah bon? J'ai pris les menaces au sérieux. Parce que nous les avons vu fonctionner depuis. Et il faut anticiper dans la vie. J'ai sérieusement anticipé. Et je ne vais insulter personne. Je ne vais menacer personne. Mais je me défendrai jusqu'à ma dernière gouttelette d'énergie. Jusqu'à la dernière gouttelette de mon énergie, je me défendrai et je défendrai les violations de la Constitution. Si ce que je dis concernant la Constitution, si ça n'agrée pas quelqu'un, que la personne vienne à un débat contradictoire. Regardez, ça me permet de rentrer dans l'actualité. Depuis plusieurs jours là, il y a un problème de coup d'État, oui. Monsieur Vital Panou, qu'il y ait coup d'État ou non, actuellement tout de suite là, que les faits soient avérés ou non, parce que je ne veux prendre position pour personne. Pourquoi? Pourquoi moi je ne veux pas prendre position pour quelqu'un? Je les connais tous, je les observe tous. D'accord? Je connais leur mode de fonctionnement interne. Pour autant, vous ne me verrez pas associé à des dérives de genre, coup d'État, tout ça là. Vous ne verrez pas mon nom. Puisque depuis Paris, on m'a appelé pour dire on a acté ton arrestation parce que ton nom va être cité dans les affaires de tentative de coup d'État. J'ai eu tellement de propositions de coup d'État contre Patrice Talon et j'ai dit, mais ces gens se trompent d'individus. Moi, je suis un homme de culture. Je ne suis pas un homme de violence. Je ne sais pas si vous vous rappelez la citation de Romain Roland qui dit je n'appelle pas héros ceux qui ont triomphé par la force, ni par la pensée. Mais j'appelle héros ceux qui ont triomphé par le cœur. Moi, j'ai du cœur. Je suis un homme de culture à du cœur.
un homme de culture, c'est un homme civilisé. Mm. Et donc, vous ne me retrouverez pas dans des histoires de coup d'État parce que je suis anti-coup d'État. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, c'est pour aviser l'opinion que si on vient vous dire un jour que vous êtes en train de participer à une conspiration, coup d'État et consort, les gens ne me connaissent pas. Ceux qui veulent m'affronter là, ils n'ont qu'à venir m'affronter sur les plateaux de télévision ou bien ils n'ont qu'à prendre leur plume, on va se croyer. Moi, j'aime la confrontation intellectuelle. Donc, je ne suis pas du tout favorable au coup d'État. Pourquoi? Parce que de la situation que nous regrettons aujourd'hui par rapport à la question de Patrice Talon, à accepter un coup d'État, nous allons vers l'inconnu. Il y a encore un saut dans l'inconnu. Et vous savez, les dictatures militaires, ce que ça peut faire. Ça, je comprends la situation au niveau des États de l'AES. Chez eux, ils ont des rébellions et non des terroristes. C'est des rébellions dont nous allons parler après. Ils ne peuvent que recourir à l'outil militaire pour sauver leur pays. Ça, je ne condamne pas les coups d'État intervenus dans ces pays-là. Mais chez nous, nous pouvons aller trouver dans notre génie propre, dans le génie de Vital Pam, dans le génie de Mouréon, dans le génie de toute la jeunesse, pour, en réalité, régler notre problème. Et donc, si j'ai fait ce détour, c'est pour revenir clairement à la situation. Est-ce que ce n'est pas une querelle de succession aujourd'hui? Est-ce que cette affaire de coup d'État, qu'elle soit justifiée ou non, est-ce que ce n'est pas une querelle de succession? C'est une querelle de succession. Puisqu'il y a des deals entre politiciens, et si quelqu'un ne veut pas respecter ce qui a été décidé en temps, comme agenda du groupe, eh bien, les autres vont vouloir l'évincer nécessairement. Or, si la compétition, si on n'avait pas mis le parrainage dans la Constitution et dans la loi électorale, si on n'avait pas mis comment on appelle? Le certificat de conformité à l'époque. Le certificat de conformité. Si on n'avait pas mis le quitus fiscal, si on n'avait pas augmenté encore le pourcentage de qualification pour créer une confusion, si les gens se sentent libres de postuler aux élections présidentielles et législatives, les coups d'État viendront d'où? Les coups d'État viendront d'où? Et j'ai cherché en vain, je vais éviter d'aller vers lui, mais le professeur Joël Aïbo a publié un article dont j'ai lu le résumé où il démontre que c'est les civils, qui, de par les coups d'État institutionnels qu'ils opèrent, font appel indirectement à l'armée, directement ou indirectement à l'armée. Donc, il va falloir retourner à la norme démocratique pour avoir la paix. Il va falloir retourner à la norme démocratique pour avoir la paix. Donc, concrètement, c'est ce à quoi amène le législativisme, qui fait voter des lois barbares, des lois injustes, des lois chrysogènes. Et donc, il va falloir que nous puissions tous poser tranquillement maintenant pour réfléchir. Moi, je n'ai pas peur de la confrontation qui s'annonce. On va arrêter l'union. Je me suis préparé. J'ai mes avocats au plan national comme à l'international. J'ai tissé beaucoup de relations pour éviter, pour mettre fin à cette manière de traiter les gens qui prennent la parole publiquement pour développer des idées. Nous avons tous le droit de participer au développement de notre pays. Et donc, quand on met un système d'exclusion en place, on ne peut que parler de coup d'État. Mais est-ce qu'il y a un coup d'État? Moi, je vais vous dire, je ne peux pas répondre. Vous savez pourquoi? Je vais revenir, je vais rester technique, très technique ici. Vous savez tout ce qui m'a gêné dans le dossier quand j'ai suivi la sortie du procureur de la République? Non. Ce qui m'a gêné, c'est le manque de munitions, qui a accompagné le dossier. Pourquoi? Il a été dit qu'il y a de l'argent dans une voiture. D'accord? Il y a de l'argent dans une voiture. L'argent a été emballé. L'argent a été en sachet. Alors, ce que la police devrait faire,
sous le contrôle du procureur spécial de la CREEF, ce que la police devrait faire, c'est de passer au pays fin. Nous, on parle au pays fin, cette voiture-là. Nous, on parle de travailler. C'était quoi? C'était d'envoyer les gestionnaires de scènes de crime de la police technique et scientifique pour relever tout ce qu'il y a comme empreinte digitale et dans la voiture, sur les parois de la voiture, au volant de la voiture, sur les trucs là, les rétroviseurs. Notre police a effectivement tous ces moyens. Nous avons tous ces moyens aujourd'hui. Nous avons tous ces moyens. Je fais partie des pionniers, des gens qui ont négocié avec les Américains cet accompagnement. Nous avons aujourd'hui la police technique et scientifique. Nous avons formé des gestionnaires de scènes de crime. Moi-même, j'ai été formé gestionnaire de scènes de crime et j'ai fait beaucoup plus l'option photographie criminelle. OK. Vous voyez? Donc, on devrait, la police devrait nous récolter tout ce qu'il y a comme indice dans la voiture. Là où vous êtes assis tout de suite, là, monsieur Vital Parlo, vos cheveux sont en train de tomber. Vous n'allez pas voir ça à l'œil nu. Le vêtement que vous portez là, c'est un t-shirt, non? Votre t-shirt là, ces fibres sont en train de tomber. D'accord? Et donc, dans la voiture là, tout ce qui est retrouvé comme fibres, comme cheveux, comme empreintes, tout, on doit prélever jusqu'au sable qu'on a retrouvé et sous le pneu, et sur les pneus là, et aussi sur les parois intérieures de la carrosserie. Pour voir, pour analyser, pour comparer en réalité l'origine de la voiture. Donc, par rapport aux empreintes, ça va nous permettre de savoir qui sont ceux qui ont emballé l'argent. Qui sont ceux qui ont emballé l'argent? Est-ce que c'est Boko Olivier? Est-ce que c'est Omeki et Oswald? Ou leurs employés? Si oui, où est-ce que l'argent a été emballé? Les scotch qu'on a retrouvés, dans lesquels on a emballé les trucs là, l'argent là, les policiers devraient travailler à aller nous retrouver là où l'argent a été emballé. Peut-être que ce travail est en cours, M. Houné. Attendez. Vous me permettez de vous donner les trucs là, et après on va analyser si c'est en cours ou pas. Et donc, on devrait analyser tout ça, les cheveux, tout ça là, à qui ça appartient. Si on a même des trucs là, et d'autres aspects plus techniques que je ne vais pas vous évoquer ici, on va pouvoir situer, on va retrouver les fibres issues des sacs, les sacs là, ou des pièces qui ont été... On doit retrouver beaucoup d'indices chez celui qui a emballé l'argent et reconnaître qui sont ceux qui ont emballé l'argent. Maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Il a été dit que le colonel Tevo Idre devrait venir prendre l'argent. Quand on dit ça à un policier, c'est très simple. Je suppose, monsieur Vital Parlo, que je vous invite chez moi, je vous dis, voici l'argent. Vous irez vers la voiture, tout naturellement. Vous allez poser vos mains, toucher l'argent à des endroits donnés, palper l'argent. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'on a retrouvé les... Vous savez pourquoi je pose cette condition? C'est ça qui va nous permettre de dire clairement que l'argent est destiné au colonel Tevo Idre. Oui! Donc, ce que moi je dis, l'État, c'est quelque chose de très sérieux. Et moi, dans des dossiers que j'ai dans le passé, là, j'ai pris tellement de précautions que mes amis d'en face, qui se disent mes adversaires, moi je n'en ai pas, ne peuvent jamais revenir dessus publiquement. Je vous garantis ça. Ils ne peuvent que dire des choses dans mon dos. Mais si les gens se hasardent à évoquer un certain nombre de dossiers, je vais étaler les choses sur la place publique pour leur montrer que moi, je suis tout sauf délinquant. Je ne suis pas un menteur. Je n'aime pas. Monsieur Houné, si vous me permettez. Dans des affaires de délinquance, vous n'allez jamais entendre mon nom dans des affaires. Ah, le commissaire, là, quand on est allé au commissariat, il nous a pris tel sous. Non, je ne fonctionne pas comme ça.
Et quand je Monsieur parle, Ronguignon, vous savez que vous avez été célèbre sous le régime de faim par rapport à un certain nombre de dossiers. Les oui, précautions dont vous nous parlez aujourd'hui, est-ce qu'à oui, l'époque, au moment où vous aviez présenté certaines preuves à la oui. télé devant les médias nationaux et internationaux, est-ce que vous aviez pris les mêmes précautions à l'époque, par J'ai exemple? pris toutes les précautions. J'ai pris toutes les précautions. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a un dossier dans lequel j'ai fait le dossier empoisonnement. Parlons des choses Oui. clairement. Dans le dossier empoisonnement du président Bodiaï, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quand j'ai fini mon dossier, j'ai fini le dossier, je n'étais pas d'accord pour aller faire la conférence de presse. Et en privé, je peux vous citer des noms, des gens que j'ai appelés pour leur dire, mais allez voir le président. Si nous parlons de nous présentons ce dossier-là, nous allons rendre Patrice Talon et Boko Olivier populaire. Et nous allons en faire les prochains présidents. Parce que quand j'ai eu l'occasion, dans un dossier de 11 milliards 5 de détournement de subventions, j'ai constaté qu'il y a eu un soulèvement populaire tout de suite que j'ai dû casser rapidement. C'est ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est populaire. Donc, en s'en prenant à lui de certaine manière, sans précaution, nous allons le rendre populaire. Ça n'a pas manqué. Et puis, j'ai dit deux choses à qui de droit à l'époque. Ils ne m'ont pas écouté. Tout s'est arrivé. Vous savez, j'ai pris tellement de précautions qu'on a pu retrouver encore les empreintes des concernés sur les produits saisis à l'époque. Et oui, et puis je n'ai pas oblitéré les produits. J'ai conservé les produits jalousement et j'ai projeté mes expertises. Tel produit est dit, on m'a dit que tel produit est radioactif. Ok, ce n'est pas à moi de déterminer la radioactivité, c'est les experts. J'ai suggéré au juge que nous recourions à l'expertise. Ce que les Béninois ne savent pas, quand le commissaire de police ou le juge requiert un expert, l'expert n'est pas tenu de dire que c'est ce que le juge pense ou le policier pense qui est vrai. Mais dans le même dossier, vous allez voir que le rapport du laboratoire du FBI dit par exemple que le produit que moi j'ai cru, en tout cas que le docteur Cissé m'a dit, mortifère et radioactif, n'est pas radioactif. Mais c'est l'expert qui a dit, je m'incline devant l'expertise. Parce que c'est comme ça que c'est conçu. La procédure, c'est comme ça. Et mieux, ce que les gens n'ont pas retenu, le laboratoire du FBI dit dans son rapport que les produits qui ont été saisis contiennent des poils mortifères. Quand on dit poils mortifères, ce n'est pas les poils qui donnent la mort. Donc, ça, c'est pourquoi il faut faire un travail minutieux. Et même si demain, c'est vos adversaires qui prennent le pouvoir, ils ne pourront que vous attaquer sur des détails comme on vous met à la retraite, on fait ceci. Vous ne les avez jamais vus évoquer ces dossiers-là contre moi? Est-ce que vous n'avez jamais vu évoquer ces dossiers-là contre moi? Moi, j'ai toujours été du côté de la vérité. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté tout le temps. J'étais toujours un éternel incompris. Mais tout le temps, j'ai su prendre les précautions. Donc, pour revenir au dossier coup d'État, moi, je suis tellement gêné que le procureur n'est pas attendu, le procureur spécial de la procureure n'est pas attendu de fouiller complètement le dossier, d'attendre les analyses. Il pourrait faire un communiqué de presse, comme il a eu à le faire. Mais ce qui a manqué à sa déclaration, c'est de nous expliquer que la police judiciaire, saisie en sa branche de la police technique et scientifique, continue ses investigations pour renforcer les soupçons ou invalider les soupçons. Vous voyez? Donc, techniquement, ça m'a gêné, ça m'a vraiment gêné. Techniquement, ça m'a gêné. Et je ne veux pas prendre position dans ce dossier. Il va falloir qu'on laisse le dossier aller évoluer pour savoir s'il y a un coup d'État ou pas. S'il y a un coup d'État ou pas. Donc, je rassure tous ceux qui s'inquiètent pour moi par rapport à ces genres de dossiers. Je ne suis mêlé de coup d'État de rien. Et personne ne peut m'arrêter pour mes opinions.
Si on vient m'arrêter pour les opinions, ce qui va se produire va se produire. Ce n'est pas des menaces. Hein. Je vais me défendre selon les voies de droit. Et correctement même. Je vais abondamment me défendre. Donc, je n'ai pas de... Monsieur Houndé, en privation de liberté d'expression, est-ce que ce n'est pas une accusation que l'on porte de façon récurrente à tous les régimes qui se succèdent? Sous le régime défunt du président Boni Yayi, on a eu les mêmes accusations, musellement de la presse. Aujourd'hui, on parle encore de musellement de la presse, d'intimidation, etc. Qu'est-ce qui est différent de ce qui était reproché au régime défunt et de ce que l'on reproche aujourd'hui au régime actuel, par exemple? Bon, monsieur Vital Panou, vous ne voyez pas que je suis obligé maintenant de recourir à votre chaîne pour pouvoir donner des explications, pour pouvoir rassurer mes compatriotes et tous ceux qui nous ont écoutés sur les deux émissions-là. C'est-à-dire, ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est que le régime en place ne veut pas que les gens prennent la parole pour dire ce qui est fait est bon, ce qui est fait est mauvais. Si vous dites que ce qui est bon, ce qui est fait est bon, ah, c'est bon. Regardez, vous ne voyez pas que il y a une inégalité dans le partage de la parole. Le gouvernement va en tournée gouvernementale pour aller expliquer, et pour aller dire, et tourner de compte rendu. Tourner de compte rendu. Et tout ce qui est fait est beau. La retraite d'office des fonctionnaires est beau. Est belle, pardon. La retraite d'office, elle est très belle. C'est une réalisation. Aucun pays au monde n'a réussi cet exploit. On magnifie ce qui est contre la loi, ce qui est illégal. Je ne vais pas utiliser des termes injurieux. On magnifie ce qui est illégal. On veut dire que ce qui est illégal est légal. On nous impose ce qui est illégal comme légal. Au même moment, on nous dit, vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'allez pas parler. Et dès que vous parlez, on commence par vous menacer. Et ça, c'est le style des régimes totalitaires. La propagande. Ils sont dans la propagande pour montrer que ce qu'ils font est bon. Le légicentrisme, c'est bon. Le coefficient de qualification et le pourcentage de qualification électorale, c'est bon. La dictation électorale, c'est bon. L'Assemblée moniste, c'est bon. Les lois barbares, c'est bon. Les lois injustes, c'est bon. Donc, toute la presse aujourd'hui, les journalistes ne sont plus libres. Les journalistes ne sont plus libres. Parce que, vous savez pourquoi je parle comme ça. Dès que la HAC a commencé par s'acharner contre Martin Libre et Benin Reporter Monde, là, Reporter Monde, j'espère que je n'ai pas mal, je n'ai pas écorché le nom de la télévision. Non, c'est bon, monsieur. Reporter Monde, dès que la HAC a commencé par s'acharner contre les journalistes, vous savez ce que j'ai compris tout de suite? Le gouvernement a développé ce qu'on appelle le syndrome de la bourgeoisie. Ça veut dire quoi? Le syndrome de la bourgeoisie, c'est en réalité cette peur que développe le bourgeois face aux éclaireurs, les écrivains, les essayistes, les critiques, les journalistes, tous ceux qui portent la lumière gênent le bourgeois. Et dans qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre, il dit que le bourgeois a peur de la lumière. C'est pourquoi on a appelé le 18e siècle en France le siècle des Lumières. C'est à partir des écrivains, des philosophes, des philologues, des sociologues, des littéraires, de tous ceux-là, qu'il y a eu la Révolution française. Il y a eu la Révolution française, avant ça, la Révolution française, la Révolution américaine. Il y a eu la lumière, ce qu'on appelle dans ces pays-là, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est le respect des droits de l'homme, la garantie de l'opposition, le partage public de la parole. Il faut que les gens nous laissent parler. S'ils font bien, nous allons les encenser, nous allons les applaudir. Mais si vous faites mal,
Nous n'allons pas vous applaudir. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours que nous applaudissions ce qui est illégal. Ce qui est illégal se voit. Monsieur Oundeyon, merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité à répondre à nos questions aujourd'hui. Je vais vous laisser quelques minutes pour un dernier message et après, je vais vous faire une exhortation. Ok, merci, Monsieur Vital. Je pense que j'invite tout le monde, tous mes concitoyens, à se tenir tranquille. Coup d'État ou pas, nous verrons clair dans ça incessamment. Et je pense que la solution à toute cette crise-là, c'est de retourner à la Constitution de 1990. Il faut avoir le courage maintenant de laisser la démocratie là où on l'a trouvée en 2016. Il faut que les gens puissent nous laisser la démocratie là où on l'a trouvée en 2016. Je ne dis pas que tout était dans le milieu des mondes en 2016, mais à comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, il faut libérer la démocratie et libérer la justice pour que la justice puisse faire son travail. Parce que notre devise, c'est quoi? C'est fraternité, justice, travail. Si le travail est rendu précaire dans le pays, si la justice est rendue incertaine dans le pays, où est la fraternité? Où est la fraternité? Donc, notre devise est mise à mal par ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, concrètement, c'est une mise au point. Moi, je me tiens prêt. Rien, absolument rien ne m'empêchera de parler. Et ce que je vais dire pour finir, Gambetta disait ceci. Gambetta disait que les opinions sont comme des clous. Plus vous les frappez dessus, plus elles s'enracinent. Plus vous allez frapper sur les opposants politiques, sur les leaders d'opinion, sur les éclaireurs, sur les analystes, sur des gens qui prennent position sur des sujets de droit, sur des sujets techniques. Plus vous allez frapper sur ces gens-là, plus les opinions vont s'enraciner et plus le gouvernement s'affaiblit. Et ce n'est pas bien. Voilà mon propos. Merci, M. Oundeyon. Merci encore une fois. Et je disais tantôt que j'ai une exhortation à vous faire. C'est que j'aimerais vous inviter, si cela est possible, si votre emploi du temps très chargé vous le permet, que vous reveniez sur nos plateformes pour nous aider à comprendre dans quelle mesure, par exemple, les régimes peuvent avoir accès et peuvent solliciter, n'est-ce pas, par exemple, les militaires au maintien de l'ordre. C'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup d'internautes, à beaucoup de concitoyens, et ils aimeraient avoir votre expertise sur la question, le maintien de l'ordre dans un pays. À quel moment faut-il avoir recours, par exemple, au service des militaires? Si vous le permettez, que je vous fais l'invite aujourd'hui, et si votre emploi du temps vous le permet, très prochainement, on pourra oui, je vais vous revenir prochainement sur la question. Cette question, c'est ma spécialité. J'ai fait pratiquement j'ai au moins 3 écrits dessus en 2A, l'intervention de l'armée dans la sécurité intérieure. Et et quand j'ai fait mon diplôme d'études supérieures de police appliquée, ce que les militaires appellent par comparaison l'école de guerre chez eux, j'ai également travaillé sur la conception militariste du maintien de l'ordre. Conception que les conférenciers de 90 avaient déjà rejetée en criant la conférence « l'armée dans les garnisons, l'armée dans les garnisons, l'armée dans les garnisons ». Nous allons y arriver. Nous allons revenir sur cette question. Et je vous promets que nous allons avoir le courage de parler du terrorisme. Parce que Édouard Loko, dans son communiqué de presse, dit aux journalistes que si quelqu'un parle du terrorisme, il va suspendre l'organe. Est-ce que si Édouard Loko fait suspendre les organes de presse à Cotonou, il va suspendre le cerveau des experts comme moi en matière de lutte contre le terrorisme? Il va suspendre mon cerveau.
Non, je me demande s'ils vont suspendre mon cerveau. Il faut laisser les gens opiner sur les questions d'intérêt national et que nous puissions reprendre notre démocratie là où on l'a déposée en 2016. C'est très important pour nous. Parce que c'est ce que cela nous est très cher. Vous savez pourquoi moi je suis acharné au retour à la démocratie? Moi, je fais partie des enfants qui se sont sacrifiés, élèves à l'époque, pour combattre le régime du PRPD. Avec les années blanches. Avec les années blanches. Moi, j'ai suivi 3 fois les années blanches. 3 fois, non. J'ai suivi une année blanche, oui, une année blanche, et une année invalidée à l'université. J'ai suivi 2 fois une année blanche et année invalidée. Nous avons souffert pour avoir notre démocratie. Le chemin est long. La classe politique actuelle là nous laisse finalement notre démocratie parce que c'est nous là qui avons fait partie du régime du PRPD dans les écoles, dans les collèges, dans les universités, aux côtés de nos aînés du PCD. Nous avons milité à l'époque pour avoir notre démocratie. Vivement que le gouvernement actuel nous retrocède notre démocratie. Je vous remercie. Merci, M. Roundéyan. Ce serait donc la fin de cet entretien. Vous avez fait la mise au point sur un certain nombre de sujets, la liberté de presse, les intimidations reçues par certains journalistes qui vous ont d'ailleurs accordé l'ouverture de leur plateau pour discuter des sujets brûlants du pays. Voilà, cette précision est faite. Les intimidations qu'il y a, vous êtes toujours libre de vos mouvements, vous n'avez pas été kidnappé, etc. Et je suis heureux que j'ai composé le bon numéro pour, n'est-ce pas, revenir à nos internautes, à nos amis qui nous suivent sur nos différentes plateformes sur le sujet brûlant, le sujet important qu'est peut-être le terrorisme et, n'est-ce pas, le recours à l'armée pour le maintien de l'ordre dans la cité. Monsieur Roundéyan, c'est un plaisir de vous avoir reçu comme la dernière fois. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine émission. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.